Alors, donc deuxième table ronde de cette matinée. On va en fait aborder des questions liées davantage à l'avenir des produits alimentaires plus respectueux de l'environnement, répondre à des questions du style quel est l'état du marché, qui peut ou doit financer aussi la transition, on a commencé à l'aborder, c'est pas simple, et puis quelles sont les attentes des consommateurs, à quel prix, le rôle des distributeurs. Voilà de quoi nous allons parler avec Pierre Combris, tout au bout, économiste et directeur de recherche à l'INRA, Pascal Ebel à ses côtés, qui est directrice du département consommation au Crédoc, Yves Chauvin, qui est acheteur de fruits et légumes pour le groupe Casino, enfin Philippe Ruel, directeur général de l'UGPBAN. Je voudrais qu'on replace d'abord ce débat dans le contexte économique et social que l'on connaît, parce que c'est un aspect important des choses. Pascal Ebel, vous travaillez sur cette question. La crise a-t-elle des conséquences mesurables sur les dépenses alimentaires ? Ah oui, le premier point, c'est qu'en effet, ce qui change avec cette crise économique par rapport à la crise précédente de 93, c'est que les consommateurs ajustent avec l'alimentation, ce qui est nouveau. Et ce qui veut dire que 2 années de suite, 2008, 2009, les dépenses par habitant en euros constants ont baissé, pratiquement 1 point chaque année, donc 2 années de suite. Donc les consommateurs vont réduire leurs dépenses alimentaires pendant des périodes de crise. Pourquoi ? Parce qu'en effet, ça a été dit tout à l'heure, il y a une contrainte économique qui est de plus en plus forte, qui est celle du logement, et qui fait qu'on a changé sa façon d'arbitrer. C'est-à-dire que pendant les crises économiques, auparavant, on allait plutôt faire des efforts sur des postes comme les loisirs ou reporter des achats de biens durables. Aujourd'hui, on fait un peu moins attention aux dépenses de loisirs, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant ces dépenses-là et on dépense de moins en moins sur l'alimentation. Donc évidemment, c'est en recherchant des prix, donc cette variable-là est très importante. Et ce qu'on constate en 2011 par rapport à la consommation durable, c'est qu'on a vraiment un côté très pragmatique. Donc il y a des vrais changements, je pense que ça, on ne peut pas le nier. Les consommateurs, les Français sont vraiment rentrés dans des attentes environnementales. Ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts, ils le font, mais c'est vraiment un consommer mieux, c'est-à-dire que ils essayent de concilier l'économique avec l'environnemental. Et la troisième dimension qui se développe pendant la crise économique, c'est le besoin du lien, du partage. Et là, il y a vraiment cette notion de relation avec l'agriculture, dans le sens où on veut recréer de la relation, donc de la relation humaine, et donc se développe des AMAP, etc. Ça a été dit tout à l'heure. Il y a une baisse des dépenses alimentaires depuis combien de temps ? Est-ce que ça se confirme pour cette année, par exemple ? Alors, ce qu'il y a, c'est que donc dans les chiffres, c'est dans les dépenses en alimentation à domicile, moins 0,8% en 2008, moins 0,9% en 2009, en euros constants par habitant. Donc ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'auparavant, la qualité augmentant, on a eu surtout pendant la période 2000, enfin même 96-2004, des croissances de l'alimentation qui étaient beaucoup plus fortes parce que c'était un contexte après les crises sanitaires où on voulait privilégier la qualité. Donc là, les dépenses alimentaires augmentaient beaucoup par habitant. Depuis le passage à l'euro, parce qu'il y a un contexte où à la fois le logement pèse beaucoup et à la fois des changements de hiérarchie, voilà, enfin l'énergie bien entendu, mais aussi des attentes différentes. Les jeunes générations privilégient d'autres postes que l'alimentaire, que ce soit la communication, les loisirs. Pour eux, c'est beaucoup moins important de bien manger que pour les générations précédentes. Donc il faut prendre en compte ces dimensions-là, mais par contre, les jeunes générations sont nées dans le développement durable, et donc en termes pratiques, ne pourraient pas vivre sans. D'accord, on développera cet aspect changement d'attitude tout à l'heure. Yves Chauvin, comment vous répondez, vous, à cette attente qui vient d'être exprimée ? En gros, les consommateurs, une partie en tout cas des consommateurs, recherchent le moins cher. Nous, à l'heure actuelle, justement, on est en train de retravailler sur une gamme premier prix qui concerne les gros produits pour offrir quand même aux consommateurs un produit qui soit le moins cher possible. Et pour rebondir un peu sur la banane, on peut qualifier dans l'esprit du consommateur, elle a un prix repère. La majorité
disons, de ce qu'il y a dans la gamme banane, hormis tout ce qui est bio, Max Havelaar, à un prix basique. C'est un produit qui est facile pour le consommateur, qui est également présent toute l'année dans la gamme. C'est un produit également qu'on retrouve beaucoup sur les mailings. Disons que c'est le prix de vente, pour nous, il faut faire très attention. La banane de Guadeloupe et de Martinique, elle est concurrentielle pour vous, ou alors vous êtes tenté par des bananes qui viennent d'ailleurs, d'Équateur, d'autres pays? On est obligé de suivre également tout le marché qui se passe dans le monde. Philippe Ruel, je voudrais avoir votre point de vue sur la question, parce que... oui, mais... Non, mais c'est important, parce que quand on ne parle pas dans ces tables rondes uniquement d'environnement, bien sûr, on parle de développement durable, sans oublier les deux autres pieds du tabouret qui sont l'économie et le social. C'est vrai que vous êtes dans une situation difficile face à la concurrence, parce qu'il y a une différence, notamment dans les rémunérations de ceux qui travaillent dans les plantations, qui est quand même phénoménale. Oui, effectivement, on a une journée d'un salarié aux Antilles, enfin en Martinique et en Guadeloupe, c'est un mois d'un salarié en Équateur. Alors, certes, on a des aides européennes compensent à peu près 90% de cet écart. Donc on peut dire que l'Europe, en fait, permet aux 6000 salariés de cette filière, aux 750 planteurs en Guadeloupe et en Martinique, d'être à peu près en compétition avec le marché mondial grâce à ces aides. Alors, on revient justement sur une des difficultés majeures de notre production, et M. Chauvin l'a bien dit, on est sur un produit très banalisé, présent toute l'année, avec la même variété, dans le monde entier, on a la même banane. Et donc, tout le travail qu'on fait justement en production, pour l'instant, comme il n'est effectivement pas labellisé ou pas labellisable, il est très difficile à identifier. Et donc, tout le travail en fait, qu'on essaye de faire pour rester dans ce que dit M. Chauvin en termes de prix cible, parce qu'on est aussi conscient que le consommateur qui a un produit toute l'année veut et qu'il consomme de façon assez régulière, moins l'été, parce qu'il y a la concurrence avec les autres fruits à jus, les fruits rouges, etc. Donc, mais on est conscient de ce prix cible. Simplement, ce qu'on voudrait, c'est l'amener à acheter en conscience et donc l'informer plus sur les produits. Et donc, notamment par rapport au respect environnemental, mais aussi aux normes sociales, aux normes de sécurité alimentaire, etc. Donc, c'est ça notre travail. Notre travail, il est là, il n'est pas forcément... on est conscient globalement d'être sur un marché assez... où les amplitudes de prix sont assez limitées et on ne peut pas faire payer au consommateur, on va dire, n'importe quelle valeur. Alors, là, c'est une question qui est revenue dans la première table ronde aussi, c'est l'information. Mais M. Chauvin, est-ce qu'on peut vraiment informer sur un produit comme la banane, par exemple, d'éléments de type social, de type salaire de ceux qui travaillent, de type environnemental? Est-ce que c'est possible d'informer? Oui, c'est possible parce qu'on le fait déjà dans d'autres familles de produits, style pommes, poires. Il y a un verger éco-responsable qui répond également aux mêmes piliers que vous avez sur la banane. Et donc, depuis 2 ans, on travaille avec l'association Pommes Poires, auquel s'est rattaché également Pêche Nectarine et Abricot l'année dernière, pour informer le consommateur justement sur ce type de produit et ce qu'il y a derrière surtout. Mais le problème qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est une difficulté d'information du consommateur. On se retrouve avec du bio, du Max Havelaar, des vergers éco-responsables, du durable. Il y a beaucoup de labels, oui. Je pense que le consommateur a du mal à s'y retrouver. Donc il faudrait simplifier l'information, ça c'est un vrai travail à réaliser, on en reparlera sans doute également. Dernier point sur cet aspect-là, vous sentez qu'il y a une vraie attente du public, comme le disait Pascal Ebel, sur des produits plus écologiquement responsables, parce que c'est quand même aussi le fond de la discussion avec l'agriculture de préservation. Oui, de toute façon, le consommateur a envie, mais il faut qu'il puisse les reconnaître. Et en plus, en alliant également le produit français, je pense que c'est faire d'une pierre deux coups. Donc écologiquement responsable et proximité, ce sont deux arguments qui sont intéressants. Question suivante, c'est à quel prix finalement? Là je vais me tourner vers Pierre Combris. Qu'est-ce qu'on sait exactement des possibilités ou
des envies des consommateurs sur ces produits différents par rapport au prix. Que sont-ils prêts à accepter ? Oui, on a étudié un petit peu cette question justement sur pour savoir si, avec tous les efforts qui étaient faits par toutes les filières, et en particulier les filières de fruits et légumes, pour réduire les intrants et en particulier les pesticides, est-ce qu'en face il y avait un marché ? C'est-à-dire qu'on fait des efforts, on aime bien que ces efforts soient couronnés de succès. Et donc le travail auquel je fais référence là est un travail qu'on a conduit au niveau européen dans différents pays, en France, en Grèce, au Portugal, en Hollande. Et la question était de savoir si, en gros, il y avait une place entre les deux produits qui sont bien identifiés, c'est le conventionnel d'un côté et le bio de l'autre. Oui. Et entre les deux, comme vous venez de le dire, c'est un peu la pagaille. Enfin, c'est-à-dire on a parlé d'agriculture raisonnée, on parle de production fruitière intégrée, on parle d'agriculture de préservation depuis ce matin, on a des filières qualité chez les distributeurs, il y a énormément de choses, il y a beaucoup trop de choses. Et donc on a conduit, pour essayer d'y voir clair, on a conduit des expérimentations. Donc là, il ne s'agit pas juste de demander aux consommateurs est-ce qu'ils seraient prêts à payer plus pour avoir quelque chose. En général, quand on leur pose cette question, comme ils sont gentils, ils répondent et puis ils disent oui, je paierai un petit peu plus. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir s'ils paieraient vraiment plus. Donc en fait, on conduit des recherches avec des méthodes un peu particulières. C'est qu'on réalise des ventes effectives de produits dans des conditions expérimentales où on simplifie l'information qui est donnée aux consommateurs. Et on clarifie cette information, et à chaque étape de clarification, on mesure les consentements à payer. Et ces expérimentations se terminent par de vraies ventes, c'est-à-dire que les consommateurs qui viennent participer à ces enquêtes, à la fin de l'expérience, achètent effectivement là il s'agit de pommes, pas de bananes malheureusement, mais repartent chez eux effectivement avec 1 kilo de pommes, parmi celles qu'ils ont eu à tester, qu'ils vont payer effectivement à un prix qui a un rapport avec les déclarations qu'ils ont faites pendant l'expérience. Alors qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça ? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on voit très bien que les gens sont extrêmement sensibles à cette question des pesticides. C'est-à-dire qu'en gros, si on explique bien qu'il y a des produits conventionnels, des produits avec 0 pesticides de synthèse, et qu'entre les deux, il y a des possibilités, les consentements à payer, on appelle ça comme ça, varient en proportion. On paye un peu plus pour le produit avec moins de pesticides et encore plus pour le produit sans aucun pesticide. Clairement, et là je le répète, c'est un vrai engagement, c'est-à-dire que les gens effectivement après sortent l'argent de leur poche, payent et repartent avec les produits. Ensuite, on peut informer un peu mieux, donc comprendre. Par exemple, là, pour le kilo de pommes, on se rendait compte que sans information, les gens étaient prêts à payer à peu près 25 centimes d'euros de plus par kilo, grosso modo, pour un kilo de pommes. Puis après, on les informe. Et on leur explique que, par exemple, quand on fait l'agriculture raisonnée ou de la production intégrée, au lieu d'utiliser les pesticides n'importe comment, on les utilise quand il y en a besoin. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est pareil logique, donc ils comprennent bien, etc. Et à ce moment-là, on voit que le différentiel de prix entre le conventionnel et le raisonné ou l'intégré ou le préservant augmente, il passe à peu près 40 centimes. D'accord. On se dit, tiens, bonne nouvelle. Mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, c'est le consentement à payer pour le produit conventionnel qui a baissé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a expliqué qu'on n'était pas obligé d'utiliser des pesticides comme ça à tout va, mais qu'il fallait raisonner l'utilisation, les utiliser quand il y en avait besoin, ils disent, très bien, utilisez-les quand il y en a besoin. Et puis si en plus vous en utilisez moins, pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher ? Et donc, ces mécanismes qu'on a retrouvés en France, qu'on a retrouvés au Portugal, qu'on a retrouvés en Hollande, qu'on a retrouvés un peu en Grèce aussi, c'est en Hollande d'ailleurs que c'était le moins net, mais il semble que la question des filières qualité, de la production intégrée en Hollande soit moins bien signalée. Enfin, il y avait un problème là de contexte culturel et de connaissance des consommateurs qui nous ramène au point précédent. Donc ça veut dire qu'il y a une limite dans l'attitude et d'achat du consommateur. Il y a une très, très forte volonté d'avoir des produits avec moins de pesticides, ça c'est très clair. Il y a une très forte sensibilité, c'est très clair aussi. Le consentement à payer pour les produits bio est incroyablement élevé, même dans ces conditions. Mais sur l'intégré, sur le raisonné, il y a cette idée qu'en fait, puisqu'on peut raisonner l'utilisation des pesticides, c'est ça qui devrait être la norme, c'est-à-dire c'est un changement du point de référence du consommateur. Et c'est ça l'idée essentielle, à mon avis, qui ressort de ces travaux. Alors Philippe Ruel.
Oui, voilà. En fait, c'est effectivement ce qu'on vit dans la banane. C'est-à-dire qu'effectivement, une des grosses difficultés de ces démarches, des démarches qu'on mène et qui ont maintenant donc une quinzaine d'années, c'est qu'effectivement, c'est très difficile à communiquer aux consommateurs, parce que du coup, d'abord, si on communique en relatif, c'est-à-dire par rapport aux autres, on risque d'emmener une baisse de la consommation globale du segment de produits, c'est-à-dire de la banane, globalement. Puisque si quelque part on dénigre trop, entre parenthèses, on va, comme de toute façon, nous on produit 250 000 tonnes de bananes, on a une part de marché de 38%, il y a 60% d'autres bananes. Donc si on commence par casser le marché de la banane lui-même, on est dans une spirale très très complexe. Et donc, parce que du coup, moins de consommation, donc on a moins de chances aussi d'arriver. Bon, alors ça, c'est une première de nos difficultés. La deuxième difficulté, effectivement, c'est que plus effectivement on parle de notre mode de production vertueux, plus ça convainc les gens, ils en sont convaincus de ça, que c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Mais du coup, effectivement, au même prix, et le reste étant effectivement dévalorisé. Donc ça, c'est un gros problème de positionnement de nos démarches. Et effectivement, le seul axe qu'on peut prendre, nous, c'est de dire, alors pour reprendre un peu plus large, à l'Europe, vous avez baissé des barrières douanières pour ouvrir totalement, libéraliser le marché de la banane. On va essayer de rétablir les barrières psychologiques par rapport aux consommateurs qui fassent que, comme je disais tout à l'heure, il ait le choix d'un achat en conscience et qu'il soit conscient de ce qu'il achète au moment où il l'achète. Mais voilà, on est effectivement, on est obligé d'être dans une démarche très très positive pour, effectivement, on en parle, on dit qu'on consomme moins de pesticides que les autres, etc. Évidemment, mais on ne peut pas être dans des démarches en permanence de dénigrement de notre propre produit à partir du moment où nous avons le même produit que les autres. Alors elle serait bleue, notre banane, ce serait beaucoup plus facile. On arriverait à la démarquer vraiment. Ah oui. Mais voilà, donc aujourd'hui, c'est la même. Et donc voilà, c'est tout la complexité en fait de ces démarches-là. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que vous traduisez dans vos études. C'était les oranges qui étaient bleues chez Tintin, pas les bananes, je me rappelle. Pascal Ebel, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Je voudrais bien avoir votre point de vue là-dessus. La barrière psychologique, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne dans l'attitude du consommateur? Est-ce que ça lui parle? Non, mais je pense qu'en effet, il ne faut pas se tromper d'enjeu. C'est que ce qui manque dans les fruits et légumes, c'est des marques, en fait. C'est que je pense qu'il faut aller un peu au-dessus et créer, vendre autre chose que du prix, parce que voilà, le rayon des fruits et légumes, la seule chose que vous voyez quand vous rentrez dans ce rayon-là, c'est le prix écrit en gros. N'importe quel autre rayon de l'alimentation, vous voyez autre chose que du prix. Vous voyez de l'emballage, vous voyez des marques. Donc la seule marque qui existe dans les fruits et légumes, c'est Salvéole, mais donc il y a un gros travail peut-être de créer une marque de la banane de Martinique et de Guadeloupe, parce qu'en fait, en effet, ça a été dit, je pense que ce qui s'est développé pendant la crise, mais c'est très lié au développement durable, c'est cet achat de proximité, c'est ce qu'a véhiculé aussi le commerce équitable, c'est le volet social, donc vous pouvez le mettre en avant. Mais c'est vrai que ce qui manque, c'est s'il ne faut pas parler de banane, il faut parler de quelque chose qui est au-dessus, et c'est au travers de cette marque que vous véhiculez de la responsabilité sociale, etc. Mais tant qu'il n'y a pas ça, forcément le produit est le même. Donc pour le consommateur, donc derrière vous pouvez en effet faire des variétés, il y a eu des bananes plus petites pour les enfants, etc. Donc c'est qu'on peut peut-être travailler un peu sur le produit, mais tant qu'on n'apporte pas autre chose, le consommateur il n'est pas prêt à payer plus. Je pense que c'est un débat qui est compliqué, sinon. Donc pour vous, ça c'est très important, petite question supplémentaire, de bien identifier le produit. Bon, si on a équitable, on sait ce que c'est en gros. Si on a bio, on sait à peu près ce que c'est. Il faudrait inventer d'autres expressions simples de ce type-là? Je pense qu'il faut créer une marque, Salvéole l'a réussi. Tant que ça restera, ça a été dit, tant que ça restera un label de plus, il y en a trop, en effet, donc c'est difficile. Effectivement, c'est exactement la démarche qu'on a prise. En fait, on est sur une marque origine. Donc c'est ça notre positionnement. Donc faire de la réassurance à partir de l'origine et sur cette marque origine. Et sur la diversité, alors Salvéole a la chance de travailler des centaines de produits, enfin
potentiellement, mais ils ont une offre en tomates très très variée. Ce qu'on essaye de faire, là, c'est de créer avec les distributeurs, et Casino, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux là-dessus, mais aussi bien Cora que Carrefour ou Leclerc, à travailler justement une animation de ce rayon aussi dans la diversité des variétés. Alors certes, elles sont très très minoritaires. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu que les minorités étaient effectivement appelées à devenir majoritaires. Voilà, les pointes de flèche des démarches. Et donc, on a des démarches qui sont maintenant, qui ne sont plus de la littérature. Il y a des magasins en grandeur nature avec des rayons où on a entre 6 et 9 variétés de bananes. Donc de la banane rose, de la fraisinette, de la banane plantain, de la banane premier prix, de la banane cœur de gamme, de la banane kid pour les enfants, etc. Même si 80% des ventes seront sur le cœur de gamme, le fait d'arriver... Alors ça, on a pu le faire dans la filière de Guadeloupe et Martinique que très récemment, parce qu'en fait, on a acquis un réseau de mûrisserie en fin 2008, et c'est la complémentarité entre l'offre de nos bananes et éventuellement d'autres bananes provenant d'autres origines ou les nôtres. C'est cette complémentarité qui fait qu'on a capacité à avoir une diversité en fait, et une variété plus importante au niveau du rayon. Et c'est vrai que c'est une démarche qui démarre vraiment, mais qui peut... Alors Saveol est un bon exemple pour ça, parce que c'est vraiment des très bons professionnels de la segmentation des produits, en ayant retrouvé des vieilles variétés de tomates. Donc on est dans cette démarche-là, même si on est conscient que nos producteurs vont produire à 98% le même type de banane. Le fait de pouvoir y associer d'autres bananes un peu plus atypiques permet, et le distributeur aussi est intéressé par ça, permet d'avoir une vie de ce rayon de banane, parce que on l'a dit tout à l'heure, mais présent toute l'année, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'événement. Il se passe rien dans ce rayon-là. Il n'y a pas la banane primeur, ça n'existe pas. Il n'y a pas la banane de Noël, il n'y a pas la banane de mars. Voilà. Donc on crée comme ça aussi une animation, mais la marque, on la travaille, c'est notre origine. Pierre Combris. Oui, vous avez répondu par avance au point que j'allais soulever. C'est effectivement la question de la différenciation du produit est fondamentale. Ça a très bien marché pour les pommes de terre, par exemple, qui pendant longtemps était un produit complètement banal et qui s'est très, très bien différencié au niveau des variétés. On le voit actuellement pour les tomates, vous l'avez dit, et c'est clair qu'il faut faire exactement la même chose pour les bananes, même si ça ne porte que sur les franges, ça profite à l'ensemble du marché. C'est un premier point. Et le point que je voudrais ajouter, c'est que dans l'étude qu'on a faite, on a regardé dans les pays où ça avait du sens, si les consommateurs avaient confiance parmi les signes de qualité, quels étaient ceux qui identifiaient le mieux, et c'est souvent les appellations d'origine. C'est-à-dire que pour les pommes en particulier, la pomme du Limousin, et même chose pour la pomme de l'Ouest au Portugal, ou une variété dont j'ai oublié le nom en Grèce. Quand on a un produit auquel on est attaché d'une certaine façon, même si, quelles que soient d'ailleurs les conditions dans lesquelles le produit est fabriqué, eh bien, il y a une confiance pour ce produit. Et en particulier, ce qu'on a vu, c'est que dans le cas des pommes, l'appellation d'origine, d'une certaine façon, englobait l'ensemble. C'est-à-dire que même si on donnait plus d'informations, par exemple, sur l'utilisation des pesticides, ça ne changeait rien. Le consentement à payer était déjà là et changeait peu après. Et donc, c'est sûrement un type de signal qu'il faut extrêmement bien valoriser, parce que dans toute cette affaire, les consommateurs sont assez portés à faire confiance aux producteurs, justement. Ils disent, bah oui, c'est le producteur qui sait ce qu'il utilise comme pesticide, qui sait comment il produit, et donc, s'il y a un cahier des charges, s'il y a un système de certification, eh bien, on a confiance, c'est une garantie. Yves Chauvin, sur ce même thème, je voudrais bien avoir votre avis. Vous constatez, vous confirmez ce qui vient d'être dit, j'imagine ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui marche en termes d'appellation ? C'est ça la question. On utilise beaucoup les appellations régionales, puisque l'exemple a été pris dans les pommes. Oui. La pomme du Limousin, la pomme de Haute-Savoie, la pomme également des Alpes de Haute-Provence. On utilise beaucoup ces connotations régionales sur nos produits, mais pas seulement dans les pommes de terre. Pommes de terre de Marmande, de Noirmoutier, par exemple. Oui, bien sûr. Du Touquet. Non, je préfère Noirmoutier, je suis né en face. Ah bon, d'accord. Philippe Ruel. D'où l'accroche, effectivement, de notre campagne. On travaillait avec l'agence de communication CA, et puis voilà, qui est sur le produit de nos régions, parce que justement, donc, Guadeloupe et Martinique, c'est la France. En cela, c'est une réassurance.
Guadeloupe et Martinique, c'est des régions françaises. Donc on doit s'inscrire dans une politique de terroir français. Et ça, c'est une grosse difficulté pour un produit exotique. C'est-à-dire de faire comprendre aux gens que c'est un produit français, d'une région française, produit par des agriculteurs français, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité alimentaire, effectivement, de réassurance, etc. Donc c'est d'où cette approche, effectivement, de produits de nos régions. Pascal Ebel. Je voulais juste ajouter une chose. Je pense qu'il y a un courant qui s'est développé pendant la crise, c'est que les consommateurs en alimentation sont revenus vers le goût et le plaisir après toute une décennie sur le lien entre l'alimentation et la santé. Donc je pense que ce qui est important, c'est aussi, parce qu'évidemment on associe toujours tout ce qui est positif, c'est-à-dire que si le produit est considéré comme français, en effet on considère qu'il est meilleur au goût, qu'il est bon pour la santé, donc il y a toujours cette association positive. Mais je pense qu'il y a un autre point qui est très important, c'est de pouvoir, et ça en ce moment c'est très important, c'est de pouvoir soit associer des recettes en fait, c'est que il faut pouvoir diversifier les usages du produit. C'est-à-dire que on sent qu'il y a un courant du retour au fait maison, qu'on essaye en fait quand on dit qu'économiquement les Français vont essayer de dépenser moins, mais en fait ils vont trouver des stratégies pour dépenser moins. Donc la banane peut très bien rentrer dans un régime alimentaire où on va dépenser moins. Mais par contre c'est vrai qu'il faut aussi associer le fait qu'il est français et que donc il est aussi meilleur au goût et que vous avez des variétés qui se différencient des autres. C'est-à-dire que de faire des variétés différentes, c'est très important parce que ça différencie des goûts. Et donc je pense qu'il y a cette association de faire de la banane légume ou de la banane qui a des différences gustatives. Alors, Tabata a perdu hier soir chez Top Chef, mais il reste Norbert. Parce que Tabata et Norbert sont dans Top Chef, un partenariat qu'on a avec eux sur topchef.fr. Justement, producteurs de recettes, de grande diversité de recettes en banane salée, sucrée, etc. Bon, voilà. Donc il nous reste encore un candidat pour la finale. Ah bon, tant mieux, je ne connais pas trop. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait, là c'est intéressant parce que, on préfère consommer français, donc c'est pas seulement parce que c'est bleu, blanc, rouge, mais parce que ça a du goût, mais est-ce que ça traduit aussi une confiance dans l'agriculteur et dans l'industrie agroalimentaire en France? Oui, alors même si en France, c'est culturel, on est très négatif, on est très défiant par rapport à l'industrie, à la distribution, il y a vraiment un attachement très très fort en positif à l'agriculteur. On avait fait dans un programme européen des comparaisons entre les Allemands, les Hollandais, les Anglais. Et en France, la différence, en qui on a confiance, donc forcément comme dans tous les pays, on a d'abord confiance dans les associations de consommateurs ou les médecins, mais les Français sont beaucoup plus attachés au commerce spécialisé et à l'agriculteur. Donc parce que on est culturellement très proche de l'agriculture dans l'histoire. Donc ça c'est un point qui doit être mis en avant. Et en effet, il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs étrangers qui sont sur le territoire français qui vont mettre en avant l'image épinale de l'agriculteur. Donc ça reste très très puissant. Et on associe forcément en effet le fabriqué en France. On en parle beaucoup aujourd'hui. Mais pourquoi en fait le fabriqué en France? C'est vraiment une attente, mais qui est montée d'une façon très très importante. C'est pas du tout lié au débat présidentiel. C'était bien avant parce qu'il y avait une association fabriquée en France. Alors plutôt sur le territoire métropolitain, donc moins de transport, donc moins de pollution en fait. C'était quand même cette association-là qui s'est faite au démarrage. Alors même si derrière maintenant il y a aussi, on préserve l'emploi. Mais je crois qu'en effet, il faut garder ce côté, c'est ce qui marche en ce moment, ce qui marchera encore pendant 1 ou 2 ans, la proximité. Et forcément, on associe dans toute la filière agroalimentaire qualité et bien pour la santé sur le produit français parce que on pense que l'agriculture française est de meilleure qualité, oui, que celle que l'importation. C'est forcément une protection qui, le consommateur français comprend bien qu'il y a sûrement moins de pesticides dans le produit français parce que on a de l'hygiène et des garanties de sécurité beaucoup plus fortes. Le premier critère en France de choix d'un produit avant le prix, il n'y a qu'en France que c'est comme ça, c'est qu'on veut un produit qui ait des garanties d'hygiène et de sécurité. C'est qu'on est très très attentif à ce côté rassurance. Donc on imagine que le produit français est bien meilleur en termes de pesticides et bien meilleur sur ces points. La tendance a été renforcée, j'imagine, par quelques crises alimentaires célèbres. Je pense à la vache folle, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, ce qui a changé dans la mentalité du Français, c'est que
depuis 96, avant, il ne faisait pas vraiment le lien entre la santé et l'alimentation, et depuis qu'il y a eu toutes ces crises sanitaires, donc ça a commencé par la crise sanitaire, ensuite il y a eu le risque nutritionnel, mais en fait ce qu'on voit depuis le début de la crise, c'est qu'on a un petit peu mis ça de côté, et ce qui revient au devant de la scène, c'est vraiment le produit naturel. Et donc ça, c'est parce que finalement c'est plus simple, psychologiquement il y a une crise économique qui arrive, on se posait tellement de questions sur sa façon de manger juste avant la crise, qu'on a un peu tout évacué, on s'est dit finalement le plus simple, c'est que je reviens à des produits que je fais moi-même, je cultive mon jardin et je pense que quand je fais moi-même, je mets moins de produits chimiques. Et il y a vraiment, alors ça sur les OGM, on peut en reparler, mais en France, il y a vraiment un contexte où on a très très peur du progrès, on a très très peur de ce qui est chimique en fait aussi, les colorants, etc. Donc on voit dans les enquêtes des inquiétudes sur ça en fait, sur les colorants, sur les pesticides. Et le premier risque sanitaire aujourd'hui, c'est bien entendu les pesticides. On a bien plus peur de ça que d'autres choses. Mais en 2011, ça a un peu baissé parce qu'il y a une autre inquiétude qui est liée à la crise, qui est en fait les respects des DLC, simplement parce que beaucoup de distributeurs ont mis sur le marché, vous voyez, des promos très très fortes sur des produits qui sont proches de la DLC ou qui ont dépassé la DLUO. Et finalement, aujourd'hui, le consommateur a dû être déçu, donc il regarde plus qu'avant, en fait, les dates limites de consommation, parce qu'il a peur de s'intoxiquer. Donc c'est un peu le revers on veut moins de gaspillage, donc par rapport à la problématique du déchet, qui est quand même un gros enjeu du développement durable. Bien sûr. Mais le consommateur n'est pas complètement prêt à prendre plus de risques pour sa santé, au final, et de s'intoxiquer. Alors, je voudrais qu'on aborde la question de savoir si l'environnement est vraiment un argument de vente. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table sur cette question-là, parce que, moi je m'intéresse à tous les sujets liés au développement durable. L'environnement est rarement en premier, c'est souvent des questions de prix. Si en plus on peut faire du bien pour l'environnement, ça fait un petit argument supplémentaire, mais il n'est que très rarement, malheureusement aussi, décisif. Est-ce que c'est la même chose pour l'alimentation? Qui veut répondre? Pierre Combris, peut-être? Là, nous, on a vu en tout cas que partout, dans les pays européens où on a travaillé, les consommateurs étaient sensibles à la question environnementale. Les produits, de plus en plus. De plus en plus, je ne sais pas, là, il s'agit gentiment d'une expérimentation qui a été menée une fois. Okay, donc on n'a pas de tendance, mais Pascal en a, et on voit bien qu'il y a quand même cette prise de conscience. Ce qui apparaît, la deuxième chose, c'est que comment est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec d'autres critères. Donc là, dans nos expérimentations, bien sûr, on a fait goûter les produits aux consommateurs. Et il y a toujours un arbitrage entre les caractéristiques. C'est-à-dire que, bien sûr, on va être sensible à l'environnement, parce qu'on se dit, ça vient en plus. Mais si jamais le produit qui revendique quelque chose pour l'environnement a un défaut, un mauvais goût, quelque chose qui ne va pas, alors là, c'est fini. Le consentement à payer pour l'environnement devient nul, voire négatif. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que ces caractérististiques doivent s'ajouter et pas se substituer. Et c'est un point, à mon avis, très important. On l'a évoqué tout à l'heure un petit peu avec les défauts d'aspect, ce qu'on appelle les défauts d'aspect ou les variations d'aspect. Et donc là, il y a un gros travail peut-être d'éducation, etc. Mais de fait, il y a un réflexe qui est quelque chose d'assez profond du côté des consommateurs, un réflexe sensoriel, quand le produit n'a pas l'aspect qu'on attend ou quelque chose qui gêne dans l'aspect. La deuxième chose, c'est sur le plan sensoriel. On avait fait précédemment une expérience au Portugal uniquement avec la fameuse Pera Rocha, qui est une très bonne poire et très, très emblématique du Portugal. Là aussi, les consommateurs portugais étaient prêts à payer davantage pour une réduction de la teneur en pesticides des produits, à condition que les poires soient mûres. S'ils avaient le choix entre... oui, forcément. Mais... mûr ou en tout cas avec une teneur en sucre suffisante. Et donc on avait testé justement et on avait fait des lots en mesurant les teneurs en sucre des produits pour voir ce qui se passait. Dès que la teneur en sucre était un tout petit peu plus faible, le consentement à payer pour la variété issue des filières intégrées disparaissait. Ouais, d'accord. Qui veut ajouter une idée, un commentaire? Pascal Lebel, peut-être? Non?
Non, je pense que ce qui est important sur cette tendance environnementale, dans les dernières enquêtes qui viennent de se faire en 2012, ça continue à progresser. Mais ce qui change quand le contexte se devient de plus en plus difficile, comme c'est le cas depuis le début de l'année, c'est qu'on on est plus pragmatique, on veut que ce soit plus collectif, que ce soit plutôt l'État qui se charge de ces problématiques environnementales. Mais on trouve des stratégies pour consommer mieux. Donc c'est des fruits de saison, c'est d'essayer de faire du partage. On achète à plusieurs, on essaye de réduire les coûts de quelque façon que ce soit. Mais il faut juste noter qu'en effet, les attentes environnementales ne baissent pas parce qu'il y a une crise. En fait, ça reste très très présent du côté du consommateur. Alors malgré ce qu'on peut dire, les citoyens français sont très attentifs au développement durable. Et la spécificité du citoyen français par rapport à d'autres, c'est qu'il est beaucoup plus sur la préservation de la planète au niveau global que sur le cadre de vie. Donc, sauf que, évidemment, par exemple, sur le bio, c'est avant tout la santé, l'argument qui fait qu'on achète du bio. Donc, il y a des contradictions comme ça qui sont importantes, mais il faut comprendre que les Français ont une vision plus globale du sujet et ont peut-être un peu plus de recul par rapport à ça. Donc, ils vont aller de l'avant et sont plutôt constructifs sur cette dimension. Oui. Yves Chauvin, qu'est-ce que vous remarquez à votre niveau sur cette question ? Disons qu'on essaie de travailler sur ce sujet et on a élaboré d'ailleurs en début d'année un mailing qui était plus explicatif d'ailleurs que sur l'aspect promotionnel, où on expliquait comment se passait la culture, pourquoi et également tous les avantages que le consommateur en tirait, sans attaquer bien sûr la production normale. Oui. Également, on mettait en avant l'aspect français du produit. Oui. C'est-à-dire qu'on essaie de combiner les deux, la production sur un territoire français. Et ça, c'est donc un argument, vous m'avez même parlé depuis le drapeau bleu-blanc-rouge, que vous mettiez sur certains produits, c'est ça. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les mailings dans la grande distribution, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup avec des drapeaux français. Ah oui. Ils sont arrivés depuis quelques mois. Voilà la réponse à l'idée tout à l'heure des bananes bleues. Non, bananes bleu, blanc, rouge. Après les élections Philippe Ruel, je voudrais qu'on revienne sur cette question-là aussi, parce que depuis un certain nombre d'années, donc la démarche de l'agriculture de préservation a été lancée. Qu'est-ce que disent vos clients? Comment ils réagissent? Comment vous leur expliquez ça? Est-ce que ça les intéresse? Oui, alors effectivement, donc on a deux types de clients, presque trois. Les premiers, c'est les mûrisseurs, c'est ceux à qui on vend les bananes, en fait, qui eux vont les vendre dans les circuits de distribution. Donc la grande distribution pour 75% des bananes, ensuite les marchés forains, les détaillants, les commerces de proximité, enfin, voilà. Donc, et la restauration hors foyer. Donc c'est des attentes très très différentes en fait. Donc le mûrisseur est confronté à différents types de problèmes. C'est vrai que donc nous on est, et puis derrière on a le consommateur final qui finalement est le client de nos clients, mais on est obligé de se préoccuper quand même, notamment pour le goût, notamment pour l'aspect des problèmes que lui, enfin de ses attentes. Mais c'est vrai que avec la distribution, on travaille assez bien tout ce qui est réassurance sur le mode de production. C'est-à-dire que là, on a effectivement des lignes de produits, chaque enseigne, mon Casino, depuis très longtemps, il y a des lignes sur justement le développement durable, enfin l'agriculture durable. On avait travaillé des lignes spécifiques avec eux, notamment pour les petits casinos, etc. Bon, enfin voilà, là on arrive très bien à avoir un message entre la grande distribution et nous sur un certain nombre de critères de notre production. Alors après, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler qui concernent la mise en rayon et la vie du produit dans le rayon, parce qu'effectivement, on a dit on a 700 producteurs, 13 hectares de moyenne. C'est complètement atypique, donc à part les Canaries, qui sont la première production européenne, qui ont effectivement une production qui est aussi très morcelée. Sinon, les grandes régions productrices de bananes dans le monde, c'est les grandes exploitations agricoles de plusieurs milliers d'hectares. On n'est absolument pas sur les mêmes modèles. Donc 700 producteurs, ça veut dire une hétérogénéité supérieure, quoi qu'on fasse. On aura beau faire, les terroirs ne sont pas les mêmes, les modes de production ne sont pas les mêmes. Il y en a qui sont sur les potes des volcans, il y en a qui sont dans des zones sèches, d'autres dans des zones plus humides, plus froides, etc., qu'on soit en Martinique ou en Guadeloupe. Oui. Donc on a une variabilité supérieure. Et cette variabilité, on est obligé de la gérer
avec le distributeur au rayon, parce que c'est aussi dans l'offre qu'on fait aux consommateurs des produits qui sont un petit peu différents, qui peuvent être un petit peu différents. Donc il faut, quelque part, si on réussissait, si on réussit dans notre démarche, on réussirait ce qu'ont réussi les Canaries, c'est-à-dire que si elle n'est pas belle, vous la reconnaissez, elle est petite, elle est abîmée, c'est que c'est la nôtre, prenez-la. En gros, on n'en est pas là parce qu'on a une banane plus semblable aux autres, mais c'est quand même ça, il y a quand même un travail au niveau de la distribution qu'ils sont obligés de prendre en compte, c'est le taux de casse en magasin. Quand vous avez des bananes qui sont en vrac, les gens cassent une banane qui ne leur plaît pas et elle reste dans le fond. Et donc c'est 8 à 12% de casse, donc c'est très important. Donc ces démarches environnementales en fait qui ont pour objectif à la fois la protection de la planète, la santé, etc., effectivement amènent un produit moins entre guillemets résistant. C'est-à-dire qu'on a, vous pouvez avec des pesticides contrôler en production et en mise au rayon sans développement de moisissure, sans développement de rien du tout. On arrive très bien à maîtriser un produit, effectivement, comme on disait tout à l'heure, plastique. Et la difficulté, c'est pour nous de faire passer tous ces messages-là, de prendre en compte les contraintes et les coûts associés au niveau de la distribution et aussi au niveau du consommateur. Donc pour ça, au niveau des mûrisseries, il y a un vrai travail qui se fait soit avec nos partenaires mûrisseurs indépendants, qui travaillent surtout sur les marchés, le commerce de proximité et les restaurations foyers, soit avec nos propres mûrisseries qui travaillent surtout sur la grande distribution, pour trouver les bons stades de mûrissement, pour amener le produit à être qui correspond le mieux aux attentes. Aux attentes qui quelquefois sont contradictoires entre le distributeur et le consommateur. Voilà. Alors, on a plusieurs fois parlé, Pascal Ebel, depuis ce matin, des consommateurs perturbés par une petite tâche sur un produit. Vous le mesurez, ça c'est réel ou... Ah oui, il y a un critère qui augmente depuis 4-5 ans, qui est celui de l'apparence. C'est-à-dire que, et on le dit toujours, c'est le consommateur français, mais c'est toujours la même chose, c'est qu'en France, les fruits et légumes, la seule chose que vous voyez, c'est l'aspect et le prix. Donc en effet, le consommateur français est de plus en plus attentif à l'esthétique. Et ça, c'est un courant qui traverse toute la consommation. Les jeunes générations sont très très attentifs en fait à quoi ça ressemble. Et c'est parce que c'est la première chose qu'on voit. Donc ça, c'est le côté donc dans les critères de qualité, la qualité d'un produit alimentaire. Donc c'est avant tout le goût, faut le répéter. Mais ce qui progresse et qui arrive en deuxième, c'est l'apparence du produit avant le fait que ce soit bon pour la santé, que c'est un avantage pour la santé, etc. Donc c'est un peu nouveau. Je pense qu'en effet, c'est des calibres, du calibrage, etc. Mais ça, c'est parce que tant qu'il n'est pas packagé comme ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'ailleurs, ils sont emballés. En France, il n'est pas emballé, le produit. En effet, il y a ces problèmes de casse parce qu'on touche le produit. Ailleurs, on ne le touche pas, quoi. Il n'y a qu'en France qu'on ne vend pas les fruits dans des barquettes, quoi. Yves Chauvin, chez Casino, on enlève des fruits parce qu'ils sont pas agréables à regarder, on ne va pas les vendre. Oui, tout à fait. C'est un de nos gros problèmes. C'est que le consommateur achète d'abord avec les yeux et il ne supporte pas les défauts d'aspect. Et ça fait faire quelques erreurs, justement, des erreurs, je parle sur le plan gustatif, où dans les variétés sélectionnées, je parle ultérieurement, sont sélectionnées d'abord pour leur aspect et après pour leur goût. Et c'est quand même problématique. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle un peu des aides. On l'a évoqué très rapidement. Bon, la Martinique, la Guadeloupe, c'est l'Europe, évidemment. Donc, il y a aussi des aides qui sont importantes pour compenser justement les différences avec les autres pays producteurs. À quel point elles sont indispensables, à votre avis, pour produire des bananes en Martinique, en Guadeloupe? Pierre Combrice. Je crois qu'on a entendu l'argument tout à l'heure, il est saisissant. 90% couvert. Un salaire journalier égale un salaire mensuel chez les concurrents. Donc, dans des conditions, on ne voit pas très bien comment, sans aide, on pourrait avoir la moindre chance de s'en sortir. Oui, clairement. Alors, la question après, c'est comment on finance ces coûts. Quel est votre avis sur un plan, je dirais, économique? Sont les contribuables, sont éventuellement la grande distribution, on va demander. Comment ça peut se répartir?
Vous savez que le budget agricole absorbe un pourcentage très significatif du budget de l'Union. Et que pour l'instant, on voit pas comment ça pourrait diminuer, même si tout ça va être renégocié en 2013. Oui, on n'en parle pas trop pour l'instant. Non, c'est bizarre. On voit bien que c'est un sujet qui va être très chaud. Ouais, c'est sûr. Les consommateurs seront forcément associés dans le débat. Enfin, il y a un moment où il faudra dire, qu'est-ce que vous voulez, quoi, en gros. Mais il n'y a pas que les consommateurs. Là, il s'agit en fait de préserver les moyens de vivre de producteurs. Et c'est quand même extrêmement important. Et pour l'instant, à part des financements publics, on ne voit pas comment le différentiel de coûts étant tel, on pourrait l'absorber à travers des différentiels de prix. C'est-à-dire que là, il y a peu de chance. Vous voyez déjà ce qui se passe dans tout un tas d'autres domaines. On a beau parler de l'industrie chinoise, etc., qui va acheter un produit artisanal français qui coûte 3 fois plus cher que le produit substitut. Oui. Dernier petit tour de table avant de vous donner la parole sur cette question. Oui, non, je pense qu'en effet, le consommateur n'est absolument pas prêt à payer plus cher pour un produit. Ça, c'est sûr que quel que soit le secteur d'ailleurs, ça c'est complètement... Oui. Il y a juste un point, avant de conclure sur ce sujet, il y a un point qui est très important, je crois, c'est que la consommation de fruits et légumes, c'est un vrai sujet de santé publique. On n'en a pas parlé, que la banane a un avantage, c'est qu'il est pratique, qu'il se conserve, et qu'il y a vraiment des efforts à faire du côté des enfants. Je voudrais juste rappeler qu'il y a 73% des Français qui ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour, qu'on a toujours un gros problème de baisse de consommation de fruits, qu'on n'arrive pas à l'enrayer, et qu'il y a sûrement donc ça pourrait être financé par d'autres ministères, peut-être que c'est peut-être là que la santé pourrait jouer sur votre secteur, parce que je pense qu'on n'arrive toujours pas dans les milieux dans lesquels on a le plus d'obésité, chez les plus défavorisés, on n'arrive absolument pas à faire consommer ces produits-là, que un fruit à la récré, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais que c'est sans doute qu'il y a des financements de l'Europe qui doivent se faire de ce côté-là, et qu'il faut utiliser aussi, parce que ce sont des produits qui sont indispensables en termes de santé publique. Financement, Yves Chauvin, à la fois sur les aides directes, mais aussi sur la transition écologique, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez participer à ça? Comment? Disons que si la banane des Antilles n'avait pas ces subventions, je pense qu'elle se situerait en dehors du cœur de marché. Et ça deviendrait un produit de segmentation qui serait une partie des 20% restants. Donc on serait sur des volumétries minimes, et je ne pense pas que ce soit du tout ce que vous désiriez. Voilà, un mot de conclusion. Je ne crois pas, a priori. Non, mais effectivement, on va vérifier quand même. Voilà, donc c'est vrai que c'est un niveau d'aide important, comme l'ensemble de l'agriculture européenne. Oui, si on avait été un petit peu attrapé par un rapport de la Cour des comptes sur une aide qui avait été exprimée à l'hectare, 15 000 € de l'hectare, ça paraissait démentiel. Bon, alors effectivement, pour un coût de production de 40 000, déjà quand on met un relatif, c'est différent. Et puis 1 hectare, c'est un emploi en banane. Et 250 hectares de céréales, c'est un emploi à peu près, quoi. Donc ça fait simplement une aide pour les céréaliers de 62 500 € hectare, et nous de 15 000 € hectare. Voilà, donc il faut relativiser à l'emploi. Les chiffres, on peut toujours leur faire dire ce qu'on veut, ce que je fais d'ailleurs. Quel aveu. Mais voilà, il faut. Donc c'est important. On est dans un contexte aider qui doit nous rendre vertueux. C'est ce qu'on essaye effectivement de... On doit mériter ce que la communauté européenne nous octroie. L'Europe a des régions tropicales, à des régions en zone tropicale humide, et quelquefois elle l'oublie trop souvent dans ses réglementations, soit pour justement l'homologation d'un certain nombre de produits phytosanitaires, soit pour un certain nombre de règles ou de réglementations. On oublie qu'il y a des zones tropicales humides en Europe et qu'on ne combat pas, que la pression fongique notamment, qu'il y a un certain nombre de pressions qui sont très différentes quand il n'y a pas de gel ou quand il y a du gel, que quand il y a toute l'année de la pluie et du soleil. Enfin voilà. Donc
quelque part, donc ces niveaux d'aide viennent compenser un certain nombre de, certes les salaires, aussi des situations tout à fait particulières, des situations aussi géographiques tout à fait particulières. C'est des aides qui sont pour les régions ultrapériphériques de l'Europe, elles sont 7, c'est les Canaries, Madère, les Açores, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Et ces régions sont, dans l'ancien traité d'Amsterdam et puis après le nouveau traité de Lisbonne, caractérisées par un handicap structurel et permanent. C'est leur géographie. C'est des îles volcaniques souvent, ou des territoires comme la Guyane, c'est immense, mais c'est souvent des îles, bon, pas la Guyane non plus, c'est effectivement des marchés tout petits. Donc on ne peut pas, quand on produit de la banane et 250 000 tonnes de bananes aux Antilles, on en consomme 3 000 en Martinique et 3 000 en Guadeloupe. On est obligé de tout envoyer. Donc on n'a pas la même pression que on a nous une pression que n'ont pas des producteurs équatoriens ou africains qui trouvent dans leur sous-région ou dans leur pays la possibilité de commercialiser les bananes entre guillemets de second choix. Nous, on est obligé d'envoyer tout ce que nos producteurs produisent. Donc, d'où aussi des variations plus importantes de qualité. Voilà. Donc, ces aides, elles sont là. Alors, pour Madame, vous parliez des enfants. Il y a des programmes qu'on développe depuis maintenant 3-4 ans aux Antilles. Ça a démarré par la Guadeloupe, la Martinique et donc Nicolas qui est là, et on est un promoteur parce qu'il va dans les classes toutes les semaines. Oui. Ça s'appelle une opération banane à la classe. Et en fait, c'est avec le rectorat, effectivement, il y a toutes les semaines une classe qui est choisie donc dans une école et on vient parler du fruit avec un médecin, avec des producteurs qui expliquent comment ce fruit est produit, mais aussi ses qualités nutritionnelles, le goût, la dégustation, il y a des recettes de fête, etc. Donc ça, c'est une opération d'envergure locale. Alors ça a un double objectif, un objectif par rapport aux enfants, effectivement, sur la nutrition, mais aussi un objectif de réappropriation de cette production par les Antillais eux-mêmes. Les Antillais sont fiers de leur rhum, tous, ils vous en parleront tous, les Guadeloupéens plus que les Martiniquais, les Martiniquais plus que les Guadeloupéens. Bon voilà, c'est chacun un meilleur rhum. Voilà. Mais la banane ne fait pas partie pour l'instant, mais ça vient, ça devient un produit effectivement sur lequel on doit pouvoir avoir aussi une fierté d'être une région productrice et avec une banane de qualité sur lequel effectivement le côté goût est important et quelque part quand on fait des enquêtes nous aussi de consommation, il y a 71% des gens qui préfèrent notre banane spontanément. Voilà. Après, donc effectivement, on ne sait pas qu'est-ce qui joue dedans, quelle est la part de la banane française, le goût, la Guadeloupe et la Martinique parce qu'on vient d'y passer des vacances. Il y a plein de choses. D'accord. On va vous donner la parole, hein, on a le temps, voilà, une dizaine, quinzaine de minutes. On peut faire circuler les micros? Oui, voilà. Oui, bonjour. Alain Blogowski, donc je travaille au ministère de l'Outre-mer et je m'occupe notamment du secteur de la banane, mais je voudrais intervenir sur autre chose, puisque avant je m'occupais un peu d'alimentation et puis encore avant de pesticides, sur un point qui me paraît, quand on parle d'agriculture de préservation, très important, vous en avez parlé, c'est les défauts d'aspect. Et je crois qu'effectivement, Pascal le disait, les consommateurs français, leur premier critère de choix, c'est la sécurité alimentaire. Et quand on interroge les consommateurs, on l'a un petit peu fait au CNA, qui Conseil national de l'alimentation, pour le consommateur, un point noir, c'est des bactéries, des microbes, des saloperies, c'est dangereux pour la santé. Ça, il faut le savoir, c'est pas qu'un défaut d'aspect. Derrière une tache noire sur une pomme, il est persuadé que c'est dangereux. Donc, c'est important. Et je voudrais citer, mais Pierre le connaît peut-être, une expérience qui a été faite aux Pays-Bas. Ils ont mis dans un supermarché des fruits avec des défauts d'aspect et ils ont mis un panneau d'information en disant ces produits sont aussi bons pour la santé que les autres, les taches noires ne sont pas dangereuses et les produits étaient vendus 10 à 20% moins cher. Ils en vendaient autant que les autres. Donc je crois, et quand on est dans de l'agriculture de préservation, qu'il faut commencer. On a beaucoup parlé d'agriculture ce matin. Faut éduquer le consommateur. Bon, ça, on le sait tous. Mais je crois que si demain on veut diminuer les pesticides, par exemple, on va avoir des variétés qui ont plus de goût,
on va avoir des produits qui se conservent plus. Il faut expliquer aux consommateurs qu'un défaut d'aspect, c'est pas dangereux pour la santé. Je crois que Pascal a raison, il y a la mode, mais il y a vraiment d'être persuadé que s'il mange une pomme ou n'importe quel fruit avec des petits points noirs, eh ben, il va s'empoisonner. Voilà. Et je pense que là, on a vraiment un gain monstrueux à faire si on explique aux consommateurs, ça résoudra plein d'autres problèmes peut-être, mais qu'un défaut d'aspect, c'est pas dangereux pour la santé. Pascal Lebel ? Oui, je crois qu'en effet, surtout avec ce qui va se faire du côté du gaspillage, etc., je crois qu'il y a beaucoup de choses à expliquer aux consommateurs, parce que notamment, il est prêt à moins jeter. Je pense que quand on lui parle de consommation durable, la première chose qu'il dit, c'est qu'il veut qu'il y ait moins de gaspillage. Donc là, il est complètement en accord avec ça. Donc en effet, si on lui explique bien que, en effet, même une banane un peu mûre, elle est bonne pour la santé, c'est juste la peau qui est marron, je crois que... Mais c'est vrai qu'il faut enlever des barrières qui sont toujours ce lien avec le produit qui est dangereux pour la santé. Et c'est ce qu'on voit avec la DLUO en ce moment. C'est que dès qu'on a commencé à réduire un petit peu la DLC dans les magasins, le consommateur, il s'inquiète. Mais il faut lui expliquer que les produits ne sont pas pour autant dangereux pour la santé. Que même si le yaourt, on a dépassé la date, il est quand même bon pour la santé. Et ça, c'est une question... Alors, ça se fait de plus en plus. C'est une question de... Ça se fait, je pense, auprès des jeunes générations, parce que le développement durable, il ne parle que de ça. Mais il faut pouvoir leur faire comprendre à toute la population qu'il n'y a pas de danger à consommer des produits qui ne sont pas d'aspect il faut peut-être trouver un système aussi de communication, parce que c'est vrai qu'avant, les magasins étaient quand même beaucoup plus de proximité. On allait chez son marchand de fruits et légumes, chez son boucher. Là, on a des grandes surfaces. Quelle est votre réponse potentielle par rapport à une conversation que j'aurais pu avoir avec ma marchande de fruits et légumes il y a 25 ou 30 ans? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et qui m'aurait rassuré, évidemment. À l'heure actuelle, dans la plupart des magasins de grande distribution, il y a peu de personnel. Oui, il faut appeler un chat un chat. À mon avis, la seule solution, c'est un affichage. C'est tout ce qui nous reste, d'ailleurs qu'on utilise déjà pour communiquer avec nos clients sur d'autres choses, genre un peu ce qu'on a discuté sur ce que c'est l'éco-responsabilité, pour leur expliquer. Mais c'est pas simple. Ouais, c'est clair. Alors, une question, je crois, oui. Oui, bonjour. Laure Verhaeg pour Valeurs Vertes. Donc, passer du consommateur à l'agriculteur. Vous êtes le premier employeur privé de Martinique et Guadeloupe. Et avec cette évolution vers l'agriculture de préservation, quel a été le changement pour le cadre de vie, pour la qualité de vie des agriculteurs, parce qu'on se souvient des pollutions passées rémanentes. Quelles ont été les évolutions que vous avez marquées? Alors donc, effectivement, la banane a ceci de particulier que c'est une production qui nécessite beaucoup d'emplois, enfin quasiment un emploi hectare. Et donc c'est une production où un agriculteur qui a 13 hectares, comme l'agriculteur moyen de Guadeloupe et Martinique, a 10 salariés. Et donc c'est tout à fait particulier dans le monde agricole. Et en plus, c'est 10 salariés en CDI à 90%. Et c'est donc, c'est pas des saisonniers, ils sont présents toute l'année. Alors donc, ce qui a suivi toute l'évolution de l'avancée de ce mode d'agriculture, de la banane durable, c'est effectivement aussi toute une démarche de certification des exploitations agricoles qui s'est traduite par de la formation des opérateurs et des salariés. Et donc là, l'agriculteur joue le rôle à la fois d'agriculteur et en même temps de chef d'entreprise, mais au sens vrai, puisque quand on a 10 salariés, on est obligé quand même de faire du management, de suivre, de former les gens, avoir de la polyvalence sur les différents postes en production ou au hangar. C'est l'évolution aussi des hangars, avec des conceptions beaucoup plus ergonomiques, avec des postes de travail qui sont travaillés, qui sont beaucoup plus étudiés. C'est aussi de l'ergonomie au champ, parce que c'est des métiers quand même qui sont assez difficiles. Les régimes, quand on les coupe, c'est lourd. Il y a donc tout un tas de formations sur, comme on trouve en industrie, gestes et postures, etc., pour faire en sorte que les salariés soient le moins impactés possible par leur travail. Donc tout ça a fait tous ces modes à la fois effectivement de certification,
mise en place de formation. Derrière, on a dit que c'était des métiers beaucoup plus techniques, parce qu'il suffisait, justement, il fallait que le salarié ait conscience, du coup, de plus en plus de ce qu'il faisait, de comment il intervient au champ, sur la plante, etc. Et donc, tout ça a conduit, en fait, à faire évoluer les métiers de la banane. Bon, moi, je n'étais pas aux Antilles quand j'étais petit, mais Nicolas y était, Florent aussi. Bon, la banane, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras dans la banane. Bon, voilà. Aujourd'hui, on a 30 métiers dans la banane. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans la banane. Il y a une forme d'ascenseur social, parce que beaucoup de gérants, de géreurs d'exploitation viennent de salariés embauchés et qui gravissent différents métiers, différents échelons. Donc je crois que c'est ça aussi, tout ce qui s'est fait, c'est peut-être la partie la moins visible de cette production durable, mais dans le durable, il y a le social, hein, on ne l'oublie jamais, et il y a l'économique, parce que ces familles qui sont fixées dans des zones de la Martinique, comme au nord de la Martinique, où s'il n'y avait pas de la banane, il n'y aurait rien, et il n'y aurait surtout pas de vie. Et tout le monde se retrouverait à Fort-de-France dans des villes qui deviendraient invivables. Enfin. Et donc ça participe à tout ça. Et donc voilà, en gros, ce qu'on peut apporter, effectivement, ce qui a pu être apporté par la démarche des agriculteurs eux-mêmes dans le cadre de cette banane durable. Merci. Encore une question? Voilà, allez-y. Oui, alors moi je vais intervenir au nom de la banane masquée, parce que voilà. Je suis la banane de Guadeloupe. Non, j'avais deux réflexions à soumettre à nos experts. À propos de la baisse de la consommation des fruits et légumes, en gros ça stagne, voire limite ça régresse un petit peu. Moi je sais pas, j'avais deux observations, c'est-à-dire il y a 2 tiers des fruits et légumes qui sont vendus dans la grande distribution, d'après ce que je crois savoir. Il y a une dernière enquête de consommateurs qui dit que 60% des consommateurs trouvent que les fruits vendus dans la grande distribution sont pas bons. Donc je ne sais pas. Donc je pose cette question-là en l'air. Et la deuxième autre question qui m'intéresse aussi, mais n'y voyez pas une attaque personnelle. C'est référencé de chez Casino. Voilà, mais ça sera ma faute. Yves Chauvin est très content d'être venu. Et le deuxième point, non, parce que ça c'est simplement pour débattre, c'est ça qui est intéressant. Et le deuxième point qui m'intéresse dans le débat, c'est que on m'a rapporté ça, une de mes collaboratrices est allée faire un tour dans une enseigne concurrente, monsieur, une enseigne concurrente, dans laquelle on trouvait une asperge qui venait du Pérou, asperge Pérou, 3,50 € le kilo. Et en face, donc 3,50 € le kilo, ça fait quand même déjà 20 francs, d'ailleurs, un peu plus de 20 francs pour les anciens. Et de l'autre côté, une asperge française vendue à 19,50 € le kilo. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'anormal dans toutes ces deux notions? Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, sur l'avenir économique des produits. Et entre 3,50 €, 19,50 €, ça fait 130 francs kilo pour des asperges. C'est hallucinant. Mais donc je livre ça à votre sagacité, je ne sais pas, qui peut répondre, Crédoc, économiste, monsieur Casilo. Alors Yves Chauvin d'abord, puisque ces légumes et fruits ne sont pas bons, donc il va tenter de se justifier. Si j'ai bien compris, oui, non, il y a, vous m'avez dit 2 tiers de la production qui est faite uniquement pour nous et qui est mauvaise, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une production de bananes, sans doute, spécialement faite pour tout ce qui est hors circuit de grande distribution aussi. À réfléchir, je pense. Enfin, la banane prend une forme de boomerang. Enfin, pour répondre à votre prix de 19,90, à mon avis, c'est une connerie manifeste. Hein. De toute façon, c'est un prix déjà au niveau consommateur qui est difficile à accepter. Et par contre, faire du Pérou en même temps, c'est une deuxième erreur. Et 3,50 €, c'est possible, ça, 1 kilo d'asperges du Pérou? Oui, oui, parce que il s'est dégagé des marchandises du Pérou il y a quelque temps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour répondre à la question? Comment on peut rééquilibrer les choses? Là, vous pensez que c'est une erreur, c'est pas... Non, c'est une erreur d'avoir continué à faire du Pérou en vendant une asperge française à un prix astronomique. Il n'aurait pas dû la vendre aussi cher que ça, déjà. Non, mais je vous réponds. Très bien.
Après, juste, je peux répondre sur la baisse de la consommation de fruits et légumes. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est lié en fait à une demande de produits plus faciles, plus pratiques. Et du coup, ça fait d'autres débouchés, parce que ce qui augmente pendant que la production, la consommation de fruits baisse, c'est la consommation de compotes. Ce qui manque, c'est du produit transformé. Et notamment, on manque même de compotes. Il y a très très peu de diversité, et ça prend des parts de marché au yaourt en ce moment. Le yaourt va baisser. Mais c'est qu'il y a besoin de filières ensuite industrielles qui proposent des produits plus faciles à consommer. La distribution essaye de faire des salades de fruits, mais on n'y arrive pas aussi bien que dans d'autres pays, parce que pour l'instant, il n'y a pas assez de volume vendu, donc on n'arrive pas à faire des produits avec des prix intéressants. Donc il y a des gros progrès de ce côté-là. Mais l'avenir est plutôt de ce côté-là que de se dire on va faire manger des produits qui sont compliqués à faire consommer à des enfants qui ne consomment plus de produits qu'il faut éplucher, c'est clair. On ne va pas changer les choses. L'histoire va dans le sens de consommer des produits plus faciles à consommer. Bien, merci. Ce sera le mot de conclusion. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, on peut applaudir les 4 intervenants. Merci beaucoup, c'est très bien.